La télévision du monde. D'abord, les titres de votre journal. Des présumés voleurs aux arrêts à Douala, un gang de malfrats spécialisé dans le vol de voitures a été appréhendé et présenté à la presse ce mardi 27 octobre 2020. Massacre des élèves de Kumba dans la région du sud-ouest, l'élan de solidarité du gouvernement. Plusieurs ministres de la République étaient au chevet des victimes ce mardi 27 octobre 2020. Et puis à l'étranger, nous parlons du Gabon qui vise davantage d'investisseurs internationaux. Le pays entend faire de son secteur forestier un des principaux piliers de son économie. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h45 sur la télévision du monde. Une session d'information que nous débutons donc en fait de société, coup de filet de la police judiciaire à Douala dans la capitale économique. Un grand de malfrats spécialisé dans le vol de voitures a donc été appréhendé et mis aux arrêts après exploitation de l'un des suspects. Ces derniers ont donc été mis aux arrêts. Et on rappelle également que ces malfrats ont été présentés ce mardi à la presse. Les précisions de Charles Fils et Languet. Coup de filet ce jour à la direction régionale de la police judiciaire de Douala. Près d'une dizaine de véhicules récupérés entre les mains d'un gang spécialisé dans le vol des voitures dans la capitale économique et ses environs et un suspect aux arrêts. Cette voiture de marque Toyota Carina dont la phase de transformation était déjà déclenchée par les techniciens de ce réseau de voleurs faisait l'objet d'une enquête dont le résultat est la réussite de cette opération coup de filet menée par la brigade anti-gang de la police judiciaire de Bonanjo. Tantôt qu'il y a un véhicule qui avait été volé à Nebel, à Shell Nebel. Et après le vol de ce véhicule, le payant s'est rendu à la division de la police judiciaire, il a déposé une plainte. Et après la plainte donc, on a commencé nos exploitations, à enlever les méthodes de la brigade de recherche anti-criminalité. On a exploité de l'endroit où le véhicule a été volé. Nous avons fait un rapprochement et nous avons essayé de faire des recrutements. Nous sommes arrivés à Bonaberi. Et à Bonaberi, nous avons trouvé un biotope où effectivement nous avons exploité le renseignement. Nous faisons carrément que le véhicule qui a été volé à Nebel est arrivé là-bas. Via nos renseignements et via... je ne sais pas comment je peux dire. En tout cas, on a essayé de parler de ça. Et maintenant, donc, on a donc exploité les renseignements. Le 19-10-2020, nous avons du 4 heures. Un de nos informateurs nous a appelé pour nous faire état de ce que le véhicule était déjà là. Nous sommes arrivés là-bas. Nous avons mis la main sur un des complices. Le suspect dont l'exploitation par la police aura permis de démanteler le dit réseau qui opérait à bord de cette Starlet de couleur rouge a été présenté à la presse ce jour. Sous la satisfaction des propriétaires des 10 véhicules, à l'instar de cette Carina volée dans une station-service au Cap. Dans la nuit du 27 au 28 septembre, ma voiture a été volée au niveau du Shell Nouvelle, station NRS Shell Nouvelle. Donc maintenant, mardi, j'ai déposé une plainte auprès de la PJ. Donc, au cours de l'enquête menée, un dimanche, le chef de la DGPJ, le commandant Chama, il m'appelle, il me dit que viens voir le véhicule qu'on a récupéré dans les mains des suspects qu'on a pris dans la nuit. Donc je me rends alors le matin, le dimanche, je me rends à la PJ. Effectivement, je trouve que c'est ma voiture qui est garée là. Et donc c'est comme ça que je constate que c'est ma voiture que les bandits ont volée et qui se retrouve au niveau de la PJ. Donc je remercie le chef de la PJ
et puis le commandant des Antigua. L'enquête suit par ailleurs son cours dans le but de mettre aux arrêts le reste des suspects en ce moment en cavale, y compris le technicien qui avait la charge d'offrir aux voitures un nouveau visage. Une autre opération qui démontre à suffisance la détermination de nos forces de l'ordre à éradiquer le grand banditisme dans la capitale économique et par ailleurs assurer la sécurité des citoyens de la ville et leurs biens. Et toujours en fait de société, les mototaximens de la ville de Nkonsamba s'indignent des mauvais traitements que leur font subir les forces du maintien de l'ordre de la localité. Ils ont traduit leur indignation en allant à la rencontre du préfet du département du Mungu qui a d'ailleurs promis de voir un peu plus clair dans cette situation. Les détails dans cet élément. La ville de Nkonsamba a connu une ambiance somme toute particulière il y a quelques jours. Les mototaximens en colère du fait des sévices qu'ils subissent de la part des hommes en tenue ont décidé de siffler la fin de leur calvaire. Et c'est chez le préfet du département du Mungu qu'ils ont tenu à déposer leur plainte pour que celui-ci puisse rappeler à l'ordre ces hommes en tenue. Le courroux serait parti d'une balle qu'aurait reçu l'un des leurs alors qu'il tentait de s'enfuir après avoir été interpellé par les éléments de la gendarmerie. Nous sommes ici. Oui, parce qu'on a tiré sur un de nos camarades. Nous voulons savoir comment il va, où il se trouve, parce que j'étais à l'hôpital régional. Face à la colère et aux inquiétudes affichées vis-à-vis de leurs camarades blessés, le commandant de compagnie a tenu à rassurer tout le monde. Je vous dis, moi, commandant de compagnie, c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai amené à l'hôpital régional le matin, ce matin-là, à 4h du matin. Et je l'amène à l'hôpital pas parce que son état était critique, mais parce que nous ne sommes pas ici pour vous tuer. Vous comprenez? Nous sommes ici pour vous protéger. Mais comme il était blessé, je devais prendre les mesures, les premières mesures personnellement. Des informations font état de ce que ce n'est pas le premier cas à être enregistré dans la ville de Nkonsamba, ce qui rend de plus en plus lourdes les relations entre les conducteurs d'engins à deux roues et les forces du maintien de l'ordre de la localité. Donc s'il y a situation, on peut facilement interpeller les responsables pour pouvoir dénoncer ceux qui ont commis des exactions. Alors à ce titre, nous, mototaxis de la ville de Nkonsamba, comme vous nous voyez, nous disons non à cela et que cela ne se répète plus. Parce que nul n'était le fait que les camarades m'ont écouté, eux ils seront en train de brûler même certaines choses aujourd'hui, ou casser et mener la bagarre entre ces hommes en tenue et nous. Déjà il y a des décisions fermes que les conducteurs sont en train de prendre sur le fait que on pense même qu'on va plus porter ces hommes en tenue qui ne veulent pas coopérer avec nous parce qu'ils sont en train de nous créer des situations déjà difficiles dans la ville de Nkonsamba. En bon père de famille, le préfet du département du Mungu a prévu d'accorder une attention particulière à cette situation et de proposer quelques pistes de solutions pour que les deux parties puissent désormais vivre dans une parfaite harmonie. Et toujours en fait de société, l'hôpital de Ndunge, situé donc dans le département du Mungu, a reçu la visite des braqueurs. C'était le week-end dernier. Ces malfrats qui sont venus chercher donc la somme de 25 millions de francs CFA qui se trouverait dans les caisses de ce centre hospitalier. Les détails avec Jean-Marie Olambele et Château-Vallon. Drôle de cambriolage à l'hôpital Ndunge situé dans le département du Mungu. Des individus pas encore identifiés ont fait éruption dans l'enceinte du centre hospitalier qu'ils ont mis à sac à la quête de leur butin. Sur les lieux, le bâtiment porte encore les séquelles du passage des braqueurs. Ils ont vandalisé là. Ok. Donc la caisse se trouve souvent ici. Oui, oui. La caisse se trouve souvent où donc? Là, oui. Sur les circonstances du braquage, le médecin-chef donne plus de détails. Nous, le chauffeur et moi, étions à Douala. Nous sommes arrivés ici aux alentours de 23h30. Mais la surprise était qu'au niveau de la barrière,
La barrière était fermée, au niveau du portail. Elle était fermée. Nous avons klaxonné aucun gardien pour ouvrir. Si bien que nous sommes sortis du véhicule pour ouvrir la barrière avant d'y accéder. À 6 heures, les 2 caisses enregistrées sont été retrouvées derrière le bâtiment. Donc ils ont détérioré, ils ont endommagé ces caisses pour pouvoir retirer tout ce qui s'y trouve. Pour avoir plus de clarté sur les motivations des braqueurs et l'implication de certaines complicités internes, une enquête a été ouverte. Nous sommes en train de mener les enquêtes, l'inventaire, que chaque caissier estime à peu près combien pouvait-il trouver là. Nous savons que nous avons eu une rencontre ici le mardi où nous avons parlé, où on parlait de PPF, du projet PPF avec certains mouvements que l'État pourrait faire ces jours-ci. C'est tout. Ou bien c'est de là où est parti ces 25 millions. Notons qu'après recoupement fait par l'administration de l'hôpital d'Ungué, les malfrats seraient venus perpétuer le braquage ayant eu l'information d'une somme de 25 millions que l'hôpital de Ndungué devrait recevoir. Aux dernières nouvelles, ceux-ci seraient repartis sans la totalité de la somme qu'ils sont venus chercher. Et nous parlons à présent de la crise sociopolitique dans les zones dites anglophones et cette panique dans le lycée technique donc, de Ombé dans le département du Fako, région du sud-ouest. Rappelons qu'une fausse alerte de l'assassinat de 3 élèves très tôt ce matin dans cet établissement a créé une psychose sur l'ensemble des lycées, collèges et écoles primaires à Olimbi ainsi que les villes environnantes où les parents sont allés chercher leurs enfants dans ces établissements scolaires pour les ramener à la maison. Les détails avec Jean-Germain Yetna. Children are running. We don't know which way. Oh my God. Yes, how? What is happening? It's really going to be a no comment video because we can't confirm what is actually happening from this angle. Débandade totale ce mardi 27 octobre 2020 dans les lycées et collèges ainsi que les écoles primaires à Ombé, localité située non loin de la cité balnéaire de Limbé dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun. Are they in school? They came to school. There are people in school. Informé d'une supposée attaque des combattants sécessionnistes qui auraient abattu 3 élèves du lycée technique de Ombé très tôt ce matin, et la rumeur, répandue telle une traînée de poutres, a contraint les parents de repartir immédiatement, ramener leurs enfants à la maison par peur de représailles. Une folle rumeur de la présence d'un groupe armé au sein d'un lycée à Ombé qui s'est aussitôt répandue dans toutes les localités environnantes, notamment à Moutengene, Tiko, Limbé et même à Bouya, dans le chef-lieu de la région du sud-ouest. Un fake news, mieux, une fausse alerte qui a fait le tour sur la toile en si peu de temps et embrasé toute la région du sud-ouest où séjourne depuis les premières heures de ce mardi une délégation interministérielle conduite sur le terrain par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, pour réconforter les populations de Kumba et les nombreuses victimes encore sous le choc du massacre de samedi dernier.
Et nous parlons toujours de massacre des élèves à Kumba et le gouvernement de la République est responsable des violences récurrentes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, notamment dans la ville de Kumba. Le constat est celui du professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a donc tenu à exprimer par ailleurs ses condoléances aux familles affligées suite à la barbarie de samedi dernier à Kumba. Frédéric Boutomé. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'indigne et condamne avec la dernière énergie la barbarie ayant fait 7 morts et une dizaine de blessés d'enfants le 24 octobre 2020 dernier à Moda Francesca International Balengwa Academy à Fiango, Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue aux familles des victimes, en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ces actes odieux, barbares et inacceptables perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Dans cette sortie médiatique de ce mardi, le président national du MRC fustige par ailleurs l'attitude du régime de Yaoundé qui, face à la crise anglophone, a opté pour la solution militaire, aujourd'hui sans résultat, mais avec de milliers de morts. Depuis environ 3 ans que dure cette guerre absurde et inutile, le gouvernement n'est pas venu à bout des groupes armés militaires et ne parvient toujours pas à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le professeur Maurice Kamto a saisi la balle au bon pour pointer un doigt accusateur au régime qu'il juge responsable de cette tuerie de Kumba de samedi dernier. Autant il est inadmissible que ce gouvernement ait encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans cette zone de guerre, sans avoir pris au préalable les mesures sécuritaires qui s'imposent, autant il est immoral et choquant pour ce régime de refuser d'assumer ses responsabilités. En évoquant la polémique née des propos du ministre de la Communication sur l'existence légale ou non de cet établissement primaire attaqué et réitérant le caractère inhumain de ce massacre contre les élèves à Kumba, le président national du MRC, désapprouvant la violence légitime ou non dans le nord-ouest et le sud-ouest, exige la mise en route de plusieurs mesures. Un cessez-le-feu immédiat accepté par le gouvernement et par les groupes armés séparatistes. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Kumba. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. La libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. En appelant à une journée de deuil national pour le jeudi 29 octobre prochain, le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, invite enfin le régime de Paul Biya à prendre en compte ses propositions qui pourraient apaiser la situation critique dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Et parlons toujours du massacre de Kumba, 3 ministres de la République se sont rendus ce mardi matin dans la région du sud-ouest. Il a été question pour ces derniers d'apporter un message de réconfort aux victimes de ce massacre. Les détails avec Patrick Ngoya. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, par ailleurs secrétaire général au Conseil de sécurité, est au chevet des victimes du massacre perpétré samedi dernier au Moda Francesca International Balengwa Academy, où des enfants de cette école avaient été froidement arrachés à la vie. Il est accompagné dans cette délégation interministérielle par Pauline Alova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, et Laurent Serge Tundingwa, ministre de l'éducation de base. Ils sont accueillis dans la ville de Boya par le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia Bilay. L'objectif ici,
Au-delà du réconfort à apporter aux familles des victimes, cette délégation vise aussi à répertorier les familles touchées par ce massacre pour une assistance prompte et bien élaborée. Après l'escale de Buea, les 3 ministres, accompagnés du gouverneur de la région du Sud-Ouest, ont mis le cap sur Kumba, où ils visiteront tour à tour les centres de santé où sont internées les victimes et le désormais tristement célèbre Mother Francesca International Balengwa Academy. Parlons toujours de ce massacre pour parler de cette délégation interministérielle envoyée par le Premier ministre chef du gouvernement sous haute instruction du président de la République. Cette délégation qui séjourne donc dans la région du Sud-Ouest, notamment dans la ville de Kumba. Il est question pour ces ministres d'apporter davantage un message de réconfort aux victimes, mais de tenter également d'apporter des solutions pour une sortie des crises. Les détails avec Jean-Marie Onambele. Une délégation interministérielle de 3 membres du gouvernement du Cameroun, dépêchée par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, sur instruction du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est arrivé à Kumba, chef-lieu du département de la Mémé, à la suite des meurtres horribles d'élèves perpétrés ce samedi dans une école privée laïque située à Fiango, dans la ville de Kumba. La délégation, composée des ministres de l'administration territoriale, de l'enseignement secondaire et de l'éducation de base, après avoir été reçue à l'entrée de la ville de Kumba, s'est rendue à l'immeuble siège de la préfecture du département de la Mémé. Séance tenante, la délégation des 3 ministres a accordé un point de presse dans lequel elle a clairement indiqué l'intention de la visite. La mission est d'examiner ce qui a conduit au crime odieux commis par des hommes armés en ce jour fatidique qui va rester gravé dans la mémoire de la plupart des habitants de Kumba et globalement du Cameroun. D'autres aspects de la mission gouvernementale sont entre autres de présenter ses condoléances aux familles endeuillées des 7 enfants tués, de réconforter les blessés qui sont encore dans les hôpitaux, de mettre en place des mesures de sécurité pour prévenir de tels événements à l'avenir et d'amener les différentes personnes impliquées à véritablement prendre conscience de la situation. Une réunion de sécurité à huis clos a immédiatement suivi le point de presse donné par la délégation interministérielle. Une réunion de sécurité présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Après la réunion de huis clos, une réunion, cette fois-ci ouverte, avec les forces vives de Kumba, s'est tenue dans l'enceinte de la mairie de Kumba, où les fils et filles de cette localité sont venus ensemble avec les membres de la délégation interministérielle trouver des solutions à cette crise qui gangrène la ville de Kumba, le département de la Mémé et les zones du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour dire qu'il faut qu'on ne perd pas, il faut qu'on continue à aller à l'école, il faut qu'on continue à aller avec nos affaires, et il faut qu'on n'accepte pas cette situation, il faut qu'on aille dans nos vies normales et dire non à violence, et pas continuer comme ça. Donc, j'espère que l'est arrivé, il faut qu'on utilise l'amour comme les Camerounais, nous tous, comme des frères et sœurs, pour continuer avec la vie comme Lors de la réunion avec les forces vives, une lettre de condoléances adressée aux populations de Kumba, écrite des mains de son Excellence Paul Biya, chef de l'État, a été lue. Les différents ministres prennent ensuite la parole pour rassurer les populations de Kumba sur les mesures sécuritaires et même sociales qui ont été prises depuis quelque temps. Crise socio-politique dans les zones dites anglophones, toujours du Cameroun. On parle cette fois-ci des populations de Bamenda qui ont observé un moment de protestation pacifique ce mardi 27 octobre 2020. Les populations, constituées pour la plupart des femmes, ont marché sur les artères de la ville chef-lieu du département de la région du nord-ouest pour dénoncer donc les actes de barbarie dont elles sont victimes au quotidien de la part des sécessionnistes. C'est les précisions de Jean-Germain Yedna et de Georges Eto. Pour l'occasion, elles sont sorties en nombre impressionnant des populations de Bamenda pour dire trop c'est trop, il faut stopper très vite
cette boucherie humaine dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'arbre de paix et autres plantes naturelles à main, ces mères d'enfants, toutes fondues en larmes, ont arpenté les artères de la ville de Bamenda. Très tôt ce mardi 27 octobre 2020, scandant des chants à l'unisson pour dénoncer ces atrocités et interpeller le chef de l'État. Parties de différents quartiers de la ville, chef-lieu de la région du nord-ouest, elles ont d'abord marqué l'escale au niveau de Commercial Avenue avant de se rendre chez le sous-préfet de Bamenda 2 pour exprimer leur mécontentement. Dernier arrêt de ce périple, Cisa Up Station, quartier résidentiel du gouverneur du Nord-Ouest. Lamentation, exhortation, méditation et autres prières de ces mamans, témoins oculaires des actes ignobles, barbares, au beau milieu des balles qui crépitent au quotidien. Et sous un ton martial, Adolphe Lélé l'Afrique de Ben Tchofo a adressé des mots de réconfort aux familles des victimes du massacre de Kumba, avant d'inviter une fois de plus des combattants séparatistes à déposer les armes pour une réconciliation définitive. Will be duly informed of the messages you brought to me today. Et c'est sous ces mots de réconfort du numéro 1 de la région du Nord-Ouest que ces femmes ont finalement mis fin à ce vaste mouvement de protestation pacifique, l'un des plus courus depuis cette crise dite anglophone qui date depuis 4 ans. We need our president to see on what to do with this nation. Because we are dying every day. We are dying every day. We need peace. Let us make peace, let the war copy from us. We need peace. En politique, nous parlons de Élections Cameroun qui prépare activement les élections de conseillers régionaux pour le 6 décembre 2020 prochain. Les membres du conseil électoral en charge des différentes régions sont donc à pied d'œuvre sur le terrain depuis quelques jours pour un scrutin sans faille. C'est d'ailleurs le cas des professeurs Dorothy Ndjuma et Pierre Titumuel en charge des régions du littoral qui sont en concertation avec les acteurs du processus électoral. Jean-Germain Yetna. Les membres du conseil électoral en charge de la région du littoral à pied d'œuvre sur le terrain pour évaluer le niveau d'avancement des préparatifs du scrutin du 6 décembre prochain, en concertation avec les acteurs du processus électoral du département du Vouri. Les professeurs Dorothy Ndjuma et Pierre Titinoel ont été satisfaits des informations complémentaires apportées aux participants. Je m'attendais à beaucoup plus de questions, mais s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que les uns et les autres sont satisfaits. Et que le scrutin va bien se dérouler. Et que pour une première fois où les chefs traditionnels sont invités à se présenter aux élections, je crois que ça passera. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. On s'attendait à un tiraillement, mais l'élection, elle n'est pas nationale. C'est une élection de grands électeurs
Donc les choses sont contrôlables. Je pense même que les choses sont déjà contrôlées et ça va marcher. Face aux représentants de différentes formations politiques, aux candidats en liste pour les régionales, ainsi qu'aux grands électeurs, les membres du conseil électoral ont dressé l'état des lieux des bureaux de vote et énuméré les besoins en matériel électoral des agences départementales d'Elections Cameroun. Pour l'état de lieu, il n'y a pas de problème. Les listes sont prêtes, les cartes vont bientôt être imprimées et distribuées. Et les bureaux de vote sont connus, il n'en a que 4 au lycée Jos. La campagne électorale va commencer 15 jours avant le scrutin. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Pour cette élection des conseillers régionaux, prévue le 6 décembre prochain, et la campagne électorale 15 jours avant, le département du Vouri seul compte 345 électeurs, dont 267 conseillers municipaux et 78 représentants du commandement traditionnel pour 4 bureaux de vote. Que ce soit le seul but pour remplir le devoir toujours. Et à l'étranger, nous parlons du Gabon ce soir qui vise davantage d'investisseurs internationaux. Rappelons que le pays entend faire de son secteur forestier l'un des principaux piliers de son économie. Le Gabon vise davantage de partenaires internationaux pour mieux mettre en avant la transformation locale dans le secteur du bois. Décidé à en faire l'un des principaux piliers de son économie, l'État a présenté aux investisseurs plusieurs opportunités issues du secteur forestier dans l'objectif d'attirer les pays bénéficiant d'une grande expérience dans le domaine, en plus d'être dotés de l'infrastructure nécessaire. Nous recherchons des entreprises intéressées à apporter la technologie dont nous avons besoin afin de passer de la première à la deuxième puis à la troisième transformation du bois. Des entreprises spécialisées dans l'exploitation des plantations forestières en combinant le bois de plantation avec le bois naturel afin de créer des produits finis, ainsi que des entreprises expérimentées dans la transformation du bois en bâtiments préfabriqués. Le Gabon veut accélérer l'industrialisation de la filière bois qui bénéficie d'une superficie forestière de 15 millions d'hectares avec une soixantaine d'essences dont la qualité est mondialement reconnue. Le pays avait fait le choix il y a 10 ans d'interdire les exportations de grumes afin de privilégier la première et deuxième transformation au niveau local. Le secteur bois au Gabon, c'est le poumon même de l'économie gabonaise. Et il faut féliciter déjà les efforts qui avaient été entrepris par le président Bongo pour limiter l'exportation du bois brut et imposer la transformation préalable, ce qui a entraîné une dynamique extraordinaire du côté de la transformation de bois avec la création de plusieurs usines de transformation. Le poids du secteur du bois dans le produit intérieur brut national a doublé pour représenter environ 5%. L'Asie et particulièrement la Chine figurent au premier rang des acheteurs de bois gabonais devant le Moyen-Orient et l'Europe. Et c'est sur ce donc que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, votre satisfaction est l'objet de notre quête permanente. Bonsoir à tous.